Je m'appelle Pauline, j'ai 29 ans, je suis interne de santé publique à Paris. Donc c'est une spécialité qui a une vision très globale et mondiale de la santé, tant au niveau recherche qu'au niveau politique, OMS ou start-up, entrepreneuriat. La spécialité, elle dure 4 à 5 ans. C'est toi qui crées ton CV de A à Z. On t'encourage beaucoup à l'enrichir puisqu'après tu es sur le marché du travail et il faut te vendre. On t'encourage beaucoup à faire des M1 et des M2. Moi j'en ai plusieurs et on est de nombreux internes de santé publique à en avoir plein. On nous encourage à aller un peu voir côté Sciences Po, côté ENA, côté hautes écoles. Il y en a qui vont à Stanford, il y en a qui vont à Harvard. En fait ça change beaucoup mais on t'encourage à enrichir ton CV, à savoir parler plusieurs langues, à t'intéresser à d'autres matières entre guillemets que la médecine. Et pour pouvoir faire beaucoup plus de ponts entre la politique et la santé, la recherche et la santé, qui ne parlent pas du tout le même vocabulaire, l'éducation et la santé, le monde des startups et la santé. Tout ça, c'est super enrichissant. Par contre, c'est super dur de se plonger dans ce domaine-là au début. Tu peux exercer dans tous les domaines que tu veux. En fait, tu as soit le cursus hospitalo-universitaire classique. En général, comme tu as beaucoup publié pendant ton internat de santé publique, tu passes un peu devant tout le monde pour les postes, parce que c'est très valorisé d'avoir publié en recherche. Sinon, tu peux tout à fait rester dans le monde de la recherche toute simple. Soit tu peux faire PUPH, rester dans la médecine, enseigner, etc. Ou alors avoir un parcours purement dans la recherche. Il y a beaucoup à faire aussi en termes de data science. Sinon, tu peux aller complètement dans le libéral. Et à ce moment-là, cabinet de conseil en santé, ils sont très à l'affût de gens qui ont connu le monde médical et qui savent de quoi on parle avec le jargon médical, etc. Et qui peuvent leur traduire en fait tout ce qui se passe en fait dans l'hôpital, essayer de comprendre un peu tout ce milieu. Du conseil politique aussi en santé, à ce moment-là tu rencontres toutes les associations, tu rencontres toutes les institutions, tu rencontres les organismes des autres pays et tu arrives à faire des synthèses et puis à voir qu'est-ce qu'on voit à l'étranger qu'on pourrait développer en France et vice versa. Et là tu es très dans les congrès mondiaux, etc. Ça peut être très intéressant. Sinon tu peux rester dans le monde administratif institutionnel, du coup tu es à l'OMS, à l'UE à Bruxelles, dans les ministères de la Santé ou dans les unités qui sont détachées des ministères qui s'appellent les ARS au niveau régional, mais ça peut être aussi au niveau local dans les mairies. Et on a un copain qui est conseiller santé du maire de New York, par exemple. Sinon, tu as tout le domaine labo-pharma. Moi, je te connais très peu, mais s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, je peux tout à fait les orienter vers des personnes qui sont allées dans ce domaine-là. Et puis sinon, il y a l'entrepreneuriat et les startups santé. Ça commence à être très populaire. C'est clairement une des seules spé où en fait tu peux aller exercer en France ou à l'étranger sans trop te prendre la tête. C'était très demandé parce qu'on a une formation qui est assez pointue. Et puis en fait on n'a pas besoin d'équivalence de diplôme vu qu'on ne touche pas les patients. Et je dirais que moi qui ai beaucoup aimé la clinique pendant mon externat et pendant mes années de médecine, c'est quelque chose qui me manque. J'ai compensé ça avec le fait de travailler en équipe. Et je me suis surtout dit que c'est maintenant ou jamais. En fait j'avais beaucoup d'énergie. Je me suis dit que je me lance en santé publique et en fait, il y a une loi qui est passée comme quoi à partir du moment où on a exercé au moins 5 ans notre spécialité, on peut tout à fait, au bout d'un certain temps, demander en fait des équivalences pour changer de spécialité, même si on ne l'avait pas à l'ECN. Et puis refaire les équivalences qu'il faut, etc. Donc moi j'envisage potentiellement de plus tard, vers la quarantaine, cinquantaine, de retourner vers peut-être pédiatrie ou gynéco, être beaucoup plus proche entre guillemets du patient. Mais je suis très très contente aujourd'hui de pouvoir avoir cette approche globale et très, très macro, très complète. Et je rappelle aussi, parce qu'on me pose souvent la question, un interne de santé publique, en fait, dès qu'il passe l'ECN, on a tout de suite notre carte pour pouvoir prescrire. On prescrit à qui on veut, quand on veut. Et on est rémunéré exactement de la même manière que les autres internes. En termes de salaire, en général, quand tu sors de l'internat et que tu vas dans le privé, tu démarres à 7 000 € par mois. Et puis ça peut très très vite monter. Si tu as fait un PhD en plus, tu es au-delà de 10 000. Et puis à l'étranger, n'en parlons pas. Si tu restes dans le cursus universitaire, du coup, tu es dans la même grille que tout le monde à l'hôpital universitaire. En termes de rythme de vie, en fait, c'est le tien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... moi, j'ai décidé de bosser, par exemple, à peu près 70 heures par semaine. Ça me convient très très bien. Il y a d'autres gens qui vont bosser 35 heures par semaine, mais qui à côté vont se bouger pour faire plein d'activités, profiter de leurs potes, voyager parce qu'ils en avaient besoin, mais après reprendre un rythme un peu plus corsé, ou alors faire des cours le soir. En fait, tu organises ta vie comme tu veux. Tu ne dépends pas du tout des équipes soignantes, donc tu es quand même très libre. Alors les avantages et les inconvénients de la spécialité, c'est qu'au début, c'est super dur d'arrêter toute forme d'exercice clinique
et de réflexion clinique, et puis de passer à, en fait, je connais quasi rien dans le monde du droit, de l'économie, des sciences politiques, géopolitiques, des enjeux mondiaux, un peu de santé. Donc en fait, il y a toute une culture G un peu à rattraper qui est assez conséquente. Et aussi, en fait, en première année, on nous demande d'avoir des bases dans tout ce qui est maniement des datas, apprendre à coder, enfin tous ces trucs-là. En fait, d'un coup, je trouve que la première année, elle est assez difficile au début, donc il y a un gros coup d'entrée. Par contre, je trouve que c'est carrément compensé avec la liberté de ouf qu'on a. Ça veut dire que tu fais tes horaires complètes comme tu veux, tu gères tes plannings comme tu veux, tu mets tes vacances quand tu veux. Tu peux réorganiser ta vie complète si tu avais envie de faire du théâtre, en plus de faire tes 70 heures par semaine de médecine. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Et en fait, tu vas au cours que tu veux et on t'encourage en fait à être spécialiste de 3 gros domaines de la santé publique. Faire santé publique, c'est comme dire faire chirurgie, ça veut vraiment pas dire grand-chose. Par contre, à l'intérieur, on se spécialise dans plein de domaines différents. Et c'est là que c'est beaucoup plus enrichissant. Les compétences qu'il faut avoir pour être un bon médecin de santé publique, c'est surtout d'être très autonome, d'être ouvert, d'être curieux. Il faut avoir un peu la niaque et il faut être curieux, il faut beaucoup bosser. Alors la maquette d'internat, donc ça dure 4 à 5 ans, donc ça veut dire 8 à 10 semestres. On a un semestre qui est obligatoire et qui doit concerner quelque chose qui a un lien avec les données de santé. Donc ça va être pour apprendre à coder et puis à la fin il faut publier. Donc c'est aussi en lien avec ta première année où tu te lances complètement dans le vide et tu dois apprendre plein de nouvelles choses. Donc ce stage-là est obligatoire. Au niveau théorique, on a un Master 1 qui nous permet de valider quasiment toutes les bases en santé publique, droit, économie, biostat, etc. On nous encourage souvent à faire un M2 ou 2 M2, des Master 2, pour nous spécialiser un peu plus. Et puis sinon, dans la maquette, d'une manière générale, tes stages sont assez libres. Donc du coup, tu as le choix soit entre des stages qui sont cliniques, donc tu retournes à l'hôpital parce que tu as décidé par exemple de bosser en santé mentale, en développement de l'enfant, du coup tu vas orienter, tu vas alterner avec des stages de santé publique dans le domaine du développement de l'enfant, par exemple au ministère de la Santé, mais aussi tu vas pouvoir faire des stages de pédiatrie, et puis du coup avoir à la fois une approche clinique et à la fois une approche qu'on appelle macro, c'est des approches très globales. Ça peut être intéressant. On a aussi beaucoup de stages qui se font à l'étranger. Donc Médecins sans frontières, tu as des stages dans les pays asiatiques, Amérique du Sud, Afrique. Tu as des stages qui sont beaucoup plus administratifs, donc c'est l'OMS, l'Union européenne. Tu peux faire des stages de conseil en France ou à l'étranger, dans des grosses boîtes où on t'apprend à faire des stratégies. Et puis on a besoin de tes compétences aussi. En fait, il y a énormément de choses. Et en ce moment, il y en a même qui font des stages dans des startups de data science, et ce qu'on appelle vaguement l'intelligence artificielle. Les journées types, c'est pareil, il n'y en a pas. Mais par exemple, si je devais citer une journée type au mois d'avril, quand c'était en crise Covid et qu'on a été plusieurs à prêter main forte au cabinet du ministre et puis au ministère de la Santé, le matin, on arrivait très tôt, on avait une réunion de points sur toute l'actualité. Ensuite, on se répartissait les rôles avec les internes sur qui fait des biblios flash sur tel domaine dans le Covid. Donc ça veut dire lire plein de papiers, essayer de faire des synthèses pour le ministre, pour le DGS, qui a les ambassades étrangères au téléphone pour pouvoir faire le point avec eux sur ce qui s'est passé, l'état des lieux du Covid, les infos qu'ils ont en plus, etc. Ensuite, on avait des réunions avec des chercheurs qui venaient, des infectiologues, des épidémiologistes. On devait faire un peu la synthèse de tout ce qu'ils disaient et on participait activement aux réunions. Ensuite, t'as ta pause déj. Et puis, je pense que l'après-midi, j'aurais pu dire que parfois on avait des conférences internationales, des lectures. Et puis je dirais que le soir, je rentrais assez tard, mais je me reposais et c'était trop cool. Donc à la limite, dans des journées normales, ça serait prendre une bonne bière avec des potes. Et pour conclure, du coup, pourquoi choisir cette spécialité ? Moi, je pense que si tu as l'énergie maintenant et que tu veux du changement, que tu as remarqué des problèmes qui étaient récurrents dans le système de santé et que tu as envie d'apporter des solutions, je pense que ça peut être une spécialité qui te convient tout à fait. Et après, je suis pas du tout corporatiste de ma spécialité ou revendicatrice de ma spécialité, dans le sens où j'encourage tout le monde, même si vous choisissez une spé clinique, par exemple cardio ou gynéco, je vous encourage tous à faire un stage dans votre maquette de stage libre, à venir en faire un dans le ministère de la Santé ou dans la santé publique pour comprendre beaucoup plus les enjeux en fait mondiaux ou nationaux de votre spécialité. C'est ultra enrichissant. Moi, à titre personnel, je trouve que cette spécialité, elle est incroyable de liberté. Elle m'apporte beaucoup, en ouverture. Elle m'enrichit chaque jour.
C'est super dur, mais c'est vraiment dingue comme spécialité. Et en fait, j'adore le côté libre où tu peux choisir, créer ton CV comme tu veux, apprendre plein de langues, aller à des conférences mondiales, t'ouvrir l'esprit sur plein de sujets. J'apprends tous les jours et c'est un bonheur pur. Donc je vous encourage vraiment à y réfléchir et puis soit à faire un semestre au moins à Médecins sans frontières ou en santé publique, soit à envisager la possibilité de faire cette spé. C'est incroyable. À bientôt, bon courage.